Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Donc dans cette vidéo, nous allons traiter le mimétisme par l'évolution des espèces. Je rappelle que j'ai fait le choix de faire ces vidéos pour expliquer nos instincts, afin d'aider à comprendre notre fonctionnement en société, en famille, entre amis. Par exemple, dans une vidéo précédente, je parle de notre instinct pour le goût sucré et de notre répulsion pour les saveurs amères. Comprendre nos instincts, comme celui de la blessure narcissique ou de la jalousie, nous donne les racines de nos interactions sociales. Aujourd'hui, nous allons parler du mimétisme. C'est un comportement humain et animal qui peut être conscient ou inconscient. Donc dans un premier temps, c'est quoi le mimétisme? Le mimétisme, c'est un phénomène où un organisme adopte des traits similaires à ceux de notre organisme ou de son environnement. Cela peut inclure des aspects physiques, comportementaux ou chimiques et peut être conscient ou inconscient. Le mimétisme est souvent utilisé comme une stratégie de survie, d'adaptation ou de communication. Dans le règne animal, on pense le plus souvent au mimétisme physique, des animaux ou des insectes pour se camoufler. Les cas les plus spectaculaires de mimétisme sont ceux des insectes qui peuvent ressembler à des feuilles ou des morceaux de bois pour éviter les prédateurs. On peut trouver aussi des insectes qui ressemblent à des prédateurs pour faire peur et éviter d'être attaqués. Certains serpents inoffensifs ont les mêmes couleurs qu'un serpent dangereux. Les pingouins, par exemple, ont le ventre blanc pour ressembler à un morceau de banquise lorsque leur prédateur est sous l'eau. Et ils ont le dos noir pour se confondre avec le fond de l'océan lorsqu'ils plongent et que leur prédateur est au-dessus. La liste des animaux qui pratiquent le mimétisme est très longue. Ces stratégies peuvent aussi être utilisées pour attirer leur proie, comme la vipère à queue d'araignée, qui imite avec sa queue une araignée pour attirer sa proie. Le caméléon pratique le mimétisme pour ressembler à son environnement. Mais on ne doit pas oublier que le mimétisme peut s'exprimer de façon plus simple, par exemple par la couleur des animaux. Les lions ont la même couleur que la savane pour éviter d'être vus par leur proie. Dans les célèbres expériences de mimétisme, on trouve souvent l'histoire utilisée par Idriss Aberkane sur le conformisme social et les oiseaux. Il cite l'histoire des macareux moines, qui sont une espèce protégée. Pour qu'ils colonisent des petits îlots en Islande, les scientifiques ont mis des leurres, en s'inspirant des techniques de chasse. Donc, de faux macareux moines sont placés sur les îles et ils attirent les vrais oiseaux. En migrant, les macareux moines voient les leurres sur les îles et se posent. Mais les leurres, les maquettes qui avaient été posées sur l'île, n'avaient qu'une seule patte. On voit d'ailleurs dans l'article que je vous joins, cette maquette. Et c'est là qu'il a été observé quelque chose d'intéressant. Les macareux moines ont imité les maquettes et se sont mis sur une patte. C'est un exemple de mimétisme comportemental et de conformisme social. Donc on voit ici toute la puissance du mimétisme. Parce que déjà, quand les oiseaux qui migrent voient dans le ciel les maquettes, ils repèrent donc leurs congénères sur l'île. Le mimétisme leur fait comprendre que sur l'île, ça ne craint rien. Mais on remarque aussi que le mimétisme va plus loin avec l'imitation de se tenir sur une patte, puisque dans ce cas, ça ne sert à rien. Alors, comment se passe cette adaptation chez les animaux? Quels sont les mécanismes de l'évolution qui permettent de conduire au mimétisme chez les animaux? On peut prendre un cas classique étudié à l'école, celui d'un papillon de nuit que l'on appelle les phalènes du bouleau, en Angleterre durant la révolution industrielle. Pour résumer, on avait cette population de papillons majoritairement de couleur claire, blanche. Mais cette espèce est aussi composée d'individus noirs. Il se trouve que le papillon clair était bien camouflé des prédateurs sur les arbres de troncs clairs recouverts de lichen. Mais durant la révolution industrielle, les troncs d'arbres ont perdu leur lichen et se sont assombris. Nos papillons clairs sont donc devenus plus visibles des prédateurs. Et au fil du temps, les papillons sombres se sont imposés. C'est un exemple de sélection naturelle et de mimétisme très connu. De manière générale, plus les insectes ressemblent à leur environnement, plus ils ont des chances de survie. Donc, au fil des générations, les mutations de couleur ou de forme qui ont fait ressembler ces insectes à une feuille ou un morceau de bois se sont avérées efficaces et se sont transmises. Alors, le mimétisme chez l'espèce humaine. C'est aussi un instinct conscient ou inconscient et on va en donner des exemples. On va aussi essayer de comprendre d'où il vient, comment il s'est imposé. L'exemple du bâillement. Quand on bâille, c'est contagieux.
C'est du mimétisme inconscient. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment interpréter le bâillement, mais il faut le voir comme une communication ancienne par le visage. Du même style que lorsqu'on vous fait un sourire et vous répondez par un sourire, si la situation s'y prête. Ou lorsque deux personnes veulent s'affronter, vont avoir un visage fermé et déterminé. On trouve aussi que le mimétisme est à la base de notre apprentissage. Savoir refaire les exercices intellectuels à l'école, mais aussi les exercices sportifs, quand on refait une position en arts martiaux, ou que l'on répète une technique au foot ou au basket. On trouve aussi le mimétisme dans l'art, quand on refait un morceau de musique que l'on s'entraîne. Dans la cuisine, quand on applique une recette, c'est bien du mimétisme. On trouve un chef cuisinier qui a décomposé les processus qu'il a mis en œuvre pour obtenir un plat, et écrit ces étapes dans une recette, appliquée par quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, est censé donner le même résultat. Un autre exemple, lorsque l'on change de région, que l'on va vivre ailleurs, on a tendance à prendre le nouvel accent de la région. Le principe de la publicité, c'est d'activer des mécanismes mimétiques pour nous faire acheter les produits. Et les mécanismes financiers se basent aussi sur le mimétisme. D'ailleurs, je me rappelle au cours d'un voyage en Asie, il y a un ami qui me dit « Tu vas voir dans cette rue, dans le passé, il y avait un seul fleuriste. Et c'était une rue immense. Il a gagné beaucoup d'argent et tout le monde allait imiter et toute la rue, c'était que des fleuristes. » Voilà un réflexe mimétique. Donc il faut bien comprendre que la base de l'apprentissage pour l'être humain, c'est la reproduction de méthodes et de techniques qui se sont avérées gagnantes. Déjà, il faut remarquer que l'être humain, lorsqu'il arrive sur Terre, il faut qu'il apprenne tout. Contrairement à d'autres espèces, par exemple une araignée, elle sait tisser sa toile sans qu'elle ait besoin de l'apprendre. Alors que l'être humain ne sait pas tricoter. Il doit l'apprendre. Même la manière de manger n'est pas innée chez l'espèce humaine. On remarque que les façons de manger en Europe et en Asie sont bien différentes. Manger et avoir faim, c'est inné. Mais la manière de manger avec les baguettes, avec les doigts ou avec la fourchette, c'est de l'acquis. Un autre exemple surprenant, la façon d'éplucher une pomme. Donc je disais, la manière d'éplucher une pomme. Donc en France, on va faire comme ça. Et en Asie, on va faire comme ça. J'ai un exemple de mimétisme. Mon lapin, qui est en liberté dans la maison et le jardin, vient systématiquement manger quand on mange. Quand on passe à table, il rentre et il vient manger à côté de nous. Ses graines et sa salade. Il ne vient pas pour réclamer. Un autre exemple de la puissance du mimétisme. Quand les adolescents portent les bagues pour l'orthodontie. Je me souviens d'ailleurs que le docteur nous dit « Il y a deux modèles de bagues pour votre enfant, les transparentes qui ne se voient pas et puis les argentées classiques. » Et sur le moment de choisir, je dis aux enfants « Vous serez bien contents d'avoir les bagues argentées parce que tout le monde aura les mêmes. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait même un de leurs camarades qui avait les bagues transparentes qui voulait changer pour avoir aussi les bagues argentées. Cela nous mène aux phénomènes de mode qui sont d'excellents exemples de mimétisme. Je me souviens quand les Crocs sont sortis. Vous savez, ce sont des sabots d'hôpitaux. On était beaucoup à trouver cela ridicule. Mais ils sont devenus à la mode en un été et tout le monde voulait les porter. On a aussi l'histoire des brevets. Quand on utilise un brevet pour protéger une découverte ou une recette, pour ne pas que tout le monde nous copie, cela peut être la technique de défilement sur le téléphone ou la recette d'une boisson. Si on regarde maintenant le langage, quand nous arrivons au monde, nous apprenons la langue qui est parlée autour de nous. Un bébé anglais élevé en France parlera le français et n'aura pas de notion d'anglais. Nous sommes aussi face à une situation de mimétisme. Alors, on trouve dans le règne animal des espèces qui naissent en connaissant déjà un langage. Je vais citer qu'un seul exemple, par exemple ceux des abeilles ouvrières qui décrivent les trajets à suivre aux autres ouvrières par des danses. On sait que c'est de l'inné. Donc je fais cette comparaison entre les animaux et l'être humain parce que l'être humain, en comparaison de tout ce qu'il va apprendre dans sa vie, arrive finalement avec le cerveau très vide. Et ça laisse donc une grande place à l'apprentissage et au mimétisme chez l'espèce humaine. Ça rend l'être humain très malléable quand il arrive au monde. S'il se retrouve chez les Mayas il y a 1000 ans, dans un temple bouddhiste ou à Londres en 2024, il va pouvoir s'adapter à toutes ces situations. D'ailleurs, on connaît tous des exemples d'enfants perdus dans la forêt et qui ont été élevés par des animaux. L'être humain est capable de grandes adaptations grâce à sa capacité mimétique. Alors maintenant, concrètement, comment se passe le mimétisme dans l'évolution de l'espèce humaine ?
Dans la tribu, à la préhistoire, on peut facilement faire le parallèle avec l'apprentissage d'aujourd'hui. Les tribus qui ont pratiqué la capitalisation des connaissances, donc les tribus qui ont su passer le savoir d'une génération à l'autre, tailler les pierres, allumer les feux, savoir cuire les aliments, connaître les plantes qui nous entourent, savoir chasser les animaux, comment se protéger de l'hiver, savoir se battre, savoir se comporter en tribu. Pratiquer le mimétisme a donc été essentiel pour la survie du groupe. Un groupe qui ne l'aurait pas pratiqué n'aurait pas été capable de continuer à chasser ou de maintenir la connaissance du feu sur plusieurs générations. Donc les groupes qui ne pratiquaient pas le mimétisme se sont moins reproduits que les autres, enfin c'est toujours pareil. On remarque aussi que les personnes qui ne sont pas mimétiques, qui ne se comportent pas comme les autres, font peur au groupe et sont souvent marginalisées, mis à l'écart, voire éliminées. Un exemple célèbre, c'est celui d'Elon Musk, qui a failli être tué par ses camarades de classe lorsqu'il était jeune. Tout ça parce qu'il était différent. Alors, un point important, c'est qu'on trouve que l'instinct mimétique, en partie, protège la tribu au détriment de l'individu. Pour le comprendre, on peut prendre l'exemple avec un troupeau de moutons. Comment le comportement mimétique des moutons fonctionne-t-il? Donc, on imagine le loup qui vient attaquer le troupeau. Ce sont les moutons qui sont éloignés du troupeau qui se font zigouiller en premier. Par contre, les moutons qui sont au milieu du troupeau ne risquent rien. Mais même les moutons qui sont au bord du troupeau sont exposés au danger. Dans tous les cas, les moutons qui sont le plus protégés, ce sont ceux qui sont au centre du troupeau. Et l'attaque terminée, ce sont toujours les moutons le plus au centre du troupeau qui pourront finir par transmettre leur gène. Ce que je veux expliquer avec l'exemple du mouton, c'est que les moutons qui ont un comportement qui n'est pas mimétique, c'est le loup qui s'en charge, alors que dans nos tribus, celui qui n'a pas un comportement mimétique se fait expulser à l'extérieur. Le mimétisme chez Sapiens a servi au maintien de la cohésion sociale. Il fallait de la coopération et de la cohésion pour survivre. Un comportement différent pouvait perturber cette cohésion. Donc rejeter ou marginaliser ces individus aidait à maintenir l'unité du groupe. Le mimétisme a beaucoup servi à la préservation des normes et des rôles sociaux. En plus, lorsque l'on avait quelqu'un qui était non mimétique, il y avait une sorte d'imprévisibilité dans le comportement, ce qui pouvait rendre la personne dangereuse. Les individus qui se comportaient différemment pouvaient être perçus comme imprévisibles ou dangereux, représentant une menace pour la sécurité du groupe. Donc le rejet de ces individus minimisait les risques associés à des comportements inattendus. De toute façon, en rejetant ou en punissant les comportements non conformes, les groupes renforçaient la discipline et encourageaient la conformité aux normes sociales. Alors on trouve des exemples de ce comportement dans la nature. C'est très connu, chez les poussins, les individus les plus faibles ou ceux qui présentent des malformations sont souvent rejetés par les autres. Alors on va passer au problème du mimétisme chez l'espèce humaine. Donc nous avons vu que le mimétisme est très important chez l'espèce humaine parce qu'on arrive le cerveau particulièrement vide. Et ce que l'on remarque, c'est que justement c'est une facilité à l'endoctrinement. Que ce soit les religions, les sectes, ou politiques, idéologiques, les croyances. C'est vraiment un point très important. Le fait que l'être humain arrive avec un cerveau aussi malléable, ça lui permet d'absorber et d'imiter une grande variété de comportements et de croyances. Cette plasticité cognitive, elle est peut-être avantageuse pour l'apprentissage et l'adaptation, mais elle rend les individus influençables et vulnérables aux manipulations. Contrairement aux moutons, les humains ont une capacité beaucoup plus complexe de réflexion et de critique, de créativité et de désir d'individualité. Donc, même si le mimétisme est un mécanisme puissant, il ne nous a pas conduit à des comportements extrêmes comme celui des moutons. L'être humain a aussi prospéré grâce à l'innovation et à la diversité des idées. Un mimétisme trop rigide ou imposé peut être contre-productif. Et je pense par exemple aux expériences au communisme, où c'était du mimétisme forcé. Il y avait une uniformité imposée. Dans les pays communistes, comme à l'URSS, le mimétisme a été institutionnalisé par un modèle de société où tout le monde possédait la même chose, dont le célèbre exemple du même modèle de voiture. Tout cela a été promu dans l'espoir de créer une société égalitaire. Ce système visait à éliminer les inégalités en supprimant les différences matérielles entre les individus. Cependant, cette uniformité imposée a souvent conduit à une stagnation économique et sociale. En URSS, pour reprendre l'exemple de l'unique voiture, la Lada, ça a fini par créer un sentiment de frustration et de désillusion dans la population. Les gens aspiraient à plus de choix et de diversité.
et plus de liberté personnelle. Donc le mimétisme forcé a ainsi montré ses limites. C'est un peu l'histoire du mimétisme contre la liberté. Il fonctionne jusqu'à un certain point, mais dès qu'il devient trop oppressant, ça ne marche plus. L'histoire des pays communistes démontre que la tentative de créer une société complètement homogène, par mimétisme économique et social, échoue souvent à cause de la nature humaine, qui cherche la diversité et la liberté d'expression. Et franchement, il ne faut pas jeter la pierre aux pays qui ont essayé de mettre en pratique ces idées, parce qu'il est très difficile de savoir ce que ça va donner si on ne l'a pas expérimenté. D'ailleurs, si l'espèce humaine avait été bien plus mimétique, peut-être que ce mode de fonctionnement aurait été la norme. Donc en conclusion, comprendre l'origine et le fonctionnement du désir mimétique nous aide à mieux saisir nos comportements et à prendre conscience des instincts qui nous guident. Il est donc essentiel de développer un esprit critique pour résister aux influences et à l'endoctrinement. Il faut aussi savoir valoriser la diversité au sein d'une société. Comme d'habitude, prendre conscience de nos instincts nous permet de les soumettre à notre raison pour faire des choix éclairés. Merci.